Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres de ce samedi 28 octobre. À la une en Égypte, au moins 35 personnes sont mortes et 53 autres ont été blessées ce samedi dans un carambolage sur la route reliant le Caire à Alexandrie. Les casques bleus de l'ONU accélèrent le retrait du Mali. Après les camps de Tessalit et d'Aguelhok, la MINUSMA doit se retirer du camp de Kidal dans un contexte marqué par de hautes tensions. La République démocratique du Congo, frappée par l'une des plus grandes épidémies de choléra du monde. Plus de 41 000 cas, dont 314 décès, ont été signalés cette année. Et enfin, finale de la Coupe du Monde de rugby avec à l'affiche Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Les Springboks tenteront ce soir de décrocher un 4e titre contre les All Blacks. Bonsoir à tous, on entame ce journal avec ce drame en Égypte. Au moins 35 personnes sont mortes et 53 autres ont été blessées ce samedi dans un carambolage sur la route reliant le Caire à Alexandrie. Des images mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent notamment un camion retourné en travers de la voie rapide de l'asphalte et en partie brûlé. Plus loin, au moins un bus et un minibus apparaissent en grande partie carbonisés, de même que de nombreuses voitures, certaines encore en feu. Les situations en Libye et en Palestine étaient sur la table des discussions du chef de la diplomatie tunisienne et de l'envoyé du président français pour la Libye, Paul Soler. Dans ce contexte, Nabil Ammar a souligné la nécessité d'œuvrer à ce que la solution à la crise en Libye soit libo-libyenne et que tous les efforts régionaux et internationaux soient tournés vers la recherche d'un règlement politique qui préserve l'unité, la sécurité et la stabilité dans le pays. L'entretien a également porté sur l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés. À ce titre, le ministre tunisien des Affaires étrangères a rappelé la position de la Tunisie à propos de l'agression sioniste brutale et barbare contre Gaza, mettant l'accent sur la nécessité d'intervenir au plus vite pour y mettre fin. Le génocide à Gaza déclenche de plus en plus de mouvements de colère. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé l'organisation de plusieurs manifestations à travers le pays à partir de demain dimanche. Dans son communiqué, le Front a appelé à une participation intensive aux manifestations, notamment une marche populaire dans la ville de Casablanca, dans le cadre de la 12e journée de solidarité avec Gaza et la Palestine, et le rejet de la normalisation tout en exigeant la fermeture immédiate du bureau de liaison sioniste à Rabat et l'annulation des accords de normalisation avec l'entité sioniste. Je vous le disais en titre, la mission de l'ONU accélère son départ du Mali. Pendant ce temps, l'armée malienne s'active pour récupérer ses bases. Après les camps de Tessalit et d'Aguelhok situés au nord du pays, c'est à présent l'évacuation du camp de Kidal qui pourrait attiser les tensions. Sofiane Baroudi. Le retrait de la mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali se poursuit dans un climat tendu. En application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSMA a quitté dernièrement les régions de Tessalit et d'Aguelhok dans le nord du Mali, en application du calendrier prévu par le gouvernement malien. Le départ des casques bleus du 6e camp de la mission onusienne ainsi que celui d'Aguelhok s'est fait dans un environnement décrit comme étant chargé de tensions.
Une partie du contingent a directement été rapatriée vers le Tchad, pendant que l'autre a rejoint la région de Kidal, selon le communiqué de la MINUSMA. Pour rappel, la MINUSMA avait déjà quitté les enclaves de Mopti et de Ber dans la région de Tombouctou, qui avait occasionné un regain notable de tension dans la région, menaçant le cadre de paix et de réconciliation dans une conjoncture profondément marquée par des menaces d'instabilité dues à plusieurs facteurs, dont notablement la profusion de groupes terroristes activant au nord du Mali, mais aussi dans la zone des 3 frontières avec le Niger et le Burkina Faso. La source de la discorde entre Bamako et le groupe signataire du CSP tourne autour de la cession et de l'occupation des enclaves de la MINUSMA. Ceci alors que des sources médiatiques indiquent que le départ des contingents onusiens, qui était prévu hier depuis Kidal, n'a pas pu se faire pour défaut d'autorisation de survol. Certaines sources médiatiques indiquent que le départ des casques bleus a été différé en vue de l'arrivée de l'armée malienne à Kidal afin d'occuper le camp de la MINUSMA. Pour rappel, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali avait pour tâche principale d'assurer le respect du cessez-le-feu et le suivi des accords de paix et de réconciliation. Elle disposait également de contingents très importants et de moyens conséquents afin d'assurer pleinement cet objectif névralgique pour la stabilité régionale. 4 personnes, dont 2 militaires ougandais, ont été tuées vendredi soir dans l'est de la République démocratique du Congo dans une attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe terroriste autoproclamé État islamique. On reste en RDC où les attaques des rebelles du M23 ont touché la ville de Bambo dans le nord Kivu. Après pris de panique par des tirs de mortier et des rafales d'armes, hommes, femmes et enfants ont dû fuir précipitamment en direction du nord pour rejoindre les zones sous contrôle gouvernemental. Selon la coordination humanitaire des Nations Unies, près de 200 000 personnes auraient fui leur maison depuis la reprise des combats depuis octobre. Allez, on passe aux chiffres du jour. Plus de 41 000 cas de choléra, dont 314 décès, ont été signalés cette année en République démocratique du Congo, ce qui en fait l'une des plus grandes épidémies de choléra au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Après un premier pic en avril 2023, environ 1000 cas sont signalés chaque semaine. L'OMS ajoutait dans son rapport que des épidémies plus importantes et plus durables représentent des défis supplémentaires pour les agents de santé. Des épidémies qui ont également lourdement touché le Soudan. Le ministère soudanais de la Santé indique que près de 4400 cas de choléra et de dengue ont été recensés dans ce pays en guerre depuis plus de 6 mois, dont une centaine ont occasionné des décès depuis août dernier. L'ONU a fait également état d'épidémies de rougeole et de cas de variole et de poliomyélite. Deux hommes, dont un policier, sont morts lors de manifestations qui ont dégénéré au Mozambique, où l'opposition continue de contester les résultats des élections municipales massivement remportées par le parti Frelimo au pouvoir. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale Maputo, où des centaines de personnes ont mis le feu à des pneus et perturbé la circulation. Dans le reste de l'actualité, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a prolongé jusqu'au 31 décembre 2030 l'utilisation des devises étrangères pour le règlement des transactions nationales et le paiement des biens et services. Cette décision est parue vendredi au journal officiel, annulant un décret antérieur qui avait fixé à 2025 la date limite pour le système multidevises. L'échéance de 2025 ainsi que de récentes déclarations officielles sur le retour imminent du dollar zimbabwéen comme seule monnaie officielle ont semé l'incertitude sur les marchés financiers, conduisant de nombreuses banques à suspendre les prêts et en devises étrangères. À Madagascar, le général Richard Ravalomanana, récemment élu président du Sénat, est le nouvel homme fort du pays. La Haute Cour constitutionnelle a annoncé vendredi qu'il devenait le président par intérim, comme le veut la Constitution en période électorale. Une décision qui survient 2 semaines après la destitution express de l'ancien président du Sénat. Il exercera donc ses pouvoirs présidentiels actuels jusqu'à ce que le président élu de la République prête serment.
Énergie, les autorités municipales de Windhoek, la capitale namibienne, ont fixé pour objectif de fournir un accès à l'électricité à 4000 habitations informelles d'ici à 2028. Selon Magdalena Lombrat, maire adjointe de la ville, cet effort fait suite à l'approbation d'un plan quinquennal révisé d'électrification. Les autorités béninoises et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services sur un nouveau programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité pour un montant d'environ de 134 millions de dollars. Ce nouveau programme vise à soutenir l'action climatique du pays, complétant ainsi le mécanisme élargi de crédit dans le renforcement de la résilience socio-économique au Bénin. Et l'on passe au sport avec la finale de la Coupe du Monde de rugby ce soir. L'Afrique du Sud affronte la Nouvelle-Zélande à 21 h au Stade de France. Les Springboks tenteront de décrocher un 4e titre planétaire contre les légendaires All Blacks. Faisal Salah. Le classico de rugby se tiendra ce soir entre les deux anciens rivaux de puissance mondiale de la discipline. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sont deux pays qui partagent le même objectif et le même rêve, remporter leur 4e titre et devenir la première nation à avoir gagné le plus de trophées. C'est énorme. C'est toujours un grand moment de jouer contre les All Blacks. Mais les affronter en finale de Coupe du Monde, alors que les équipes numéro 1 et 2 au monde s'affrontent, je ne pense pas que ce soit une chose dont on puisse rêver, parce que ça n'arrive pas souvent. Je ne pense pas que cela se reproduira de notre vivant. Deux équipes comme celle-ci. Nous nous sommes préparés aussi dur que possible et nous savons à quoi nous attendre, bien évidemment. La 10e édition de la Coupe du Monde du rugby nous a offert cette semaine de sensations et de folie. Les Springboks et les All Blacks ont performé et ont mérité. Le parcours n'a pas été facile. Les deux formations se sont qualifiées au quart de finale étant deuxième de leur groupe. L'Afrique du Sud a battu la France pays hôte en quart de finale, l'Angleterre en demi, tandis que les All Blacks se sont imposés face à l'Irlande favori au quart de finale et l'Argentine en demi-finale. Vous voyez, nous avons pris notre élan, mais chaque semaine, nous essayons de nous améliorer et nous devons être à notre meilleur samedi soir, défensivement et offensivement. Donc oui, nous allons devoir réaliser la meilleure performance que nous ayons eue toute l'année et si nous y parvenons, alors nous nous donnerons une bonne chance. Pour arriver en finale, le choix du banc de remplaçants a été décisif. Pour ce soir, les All Blacks conservent une répartition de 5-3 entre les attaquants et les arrières. De l'autre côté, l'Afrique du Sud a parié et a pris le risque sur un partage controversé. De 7 attaquants, un seul arrière. L'univers a misé sur l'avant en laissant son dos exposé. Vous sélectionnez une équipe qui, selon vous, peut obtenir un résultat ce jour-là. Donc sur les 23 que nous avons sélectionnés, nous les avons sélectionnés pour une raison. La raison est que nous pensons qu'elles peuvent livrer un bon match et nous faire remporter une autre Coupe du Monde consécutive. Historiquement, les All Blacks et les Boks se rencontrent en finale de Coupe du Monde pour la 2e fois. La première finale a été jouée en 1995. L'Afrique du Sud a soulevé la coupe après une victoire arrachée en prolongation 15-12. Les deux formations se sont rencontrées au mois d'août afin de préparer la Coupe du Monde. Les Springboks ont gagné 35-7. Mais la finale est différente et le scénario sera sans doute dramatique. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur A24 News. Au revoir.